Ce mois de juillet marque le 80e anniversaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, l'écrivain pilote, rêveur qui élargit l'horizon. La chose, on le sait, sa disparition s'est passée au large de Marseille le 31 juillet 1944. On a retrouvé il y a quelques années déjà maintenant la carcasse de son avion. Il volait pour une mission de reconnaissance. Il avait alors 44 ans. Le Petit Prince venait d'être publié à New York l'année précédente, en 1943. Alain Vircondelet a travaillé pendant 25 ans sur Saint-Exupéry, auteur d'une dizaine d'ouvrages consacrés donc à l'écrivain pilote, l'auteur de Terre des Hommes, Vol de nuit, et tous ces ouvrages qui ont beaucoup agrémenté la jeunesse des uns et des autres, et peut-être encore aussi l'âge mûr. Et il publie Saint-Exupéry, Les amours de sa vie, aux éditions Alizio. Bonjour Alain Vircondelet. Bonjour. 25 années, dites-vous, pour démythifier l'un des écrivains préférés des Français et le rendre enfin à sa vérité d'homme. Vous voulez dire que, jusqu'à présent, Saint-Exupéry n'était pas rendu à la vérité de ce qu'il était ? Je pense, et cela dure encore. Il y a 25 ans, effectivement, j'avais déjà travaillé sur Antoine de Saint-Exupéry, comme tout biographe et tout chercheur qui travaillait sur lui. Mais nous étions en manque d'archives et en manque de documents. Et effectivement, la famille d'Antoine de Saint-Exupéry a utilisé cette absence d'archives pour fonder une image de lui qui, évidemment, était hors d'une vérité réelle, c'est-à-dire que on a privilégié l'image du héros mort pour la France et on en a fait un héros lisse, un héros qui n'avait aucune aspérité. Mais j'avais l'intuition que les choses étaient autres, et que la situation du personnage n'était pas celle que l'on voulait faire croire. Et j'ai eu cette chance, que j'appellerais la chance du biographe, c'est qu'il y a, en l'an 2000, c'est-à-dire maintenant 25 ans, j'ai été chargé par ceux qui possédaient les archives et qui ne les montraient pas jusqu'alors, c'est-à-dire depuis la disparition de la femme d'Antoine de Saint-Exupéry, nommée Consuelo. En 1979. Voilà, qui est décédé en 1979, et depuis 1979, et même, je dirais, depuis 1946, les archives d'Antoine de Saint-Exupéry dormaient dans des malles et qui n'avaient jamais été ouvertes depuis son décès et depuis sa disparition, du moins. Et donc, les biographes n'avaient pas la matière pour pouvoir bien comprendre le processus, justement, de désespoir et qui a amené Saint-Exupéry à s'engager de nouveau. Et en fait, en 2000, justement, les héritiers ont décidé, pour le centenaire de sa naissance, ils ont décidé de sortir les archives et ils m'ont confié cette ouverture et cette lecture. Et donc, depuis 25 ans, je suis pratiquement le seul au monde à pouvoir avoir accès à ces archives, ce qui m'a permis d'écrire une dizaine de livres sur lui et de découvrir un autre homme, c'est-à-dire un homme qui était dans sa faiblesse d'homme, qui était dans sa tragédie intérieure, et je pense qu'il y avait chez lui une douleur indicible qu'il n'arrivait pas à guérir et à penser. Et donc, le personnage est devenu d'un coup tout à fait différent. Et j'ai fondé tout mon travail sur Saint-Exupéry, sur justement ces failles profondes qui m'étaient apparues évidentes et réelles et explicites dans la correspondance et dans les archives. Alors justement, avant d'en parler à Alain Vircondelet, je voulais, pardonnez-moi d'être un petit peu technique, mais comprendre un petit peu la succession familiale d'Antoine de Saint-Exupéry, parce qu'il y a Olivier Daguet, petit-neveu de Saint-Exupéry, oui, qui est directeur de la succession familiale. Donc c'est lui qui avait en fait la main sur les archives ? Pas du tout, non. Et encore à ce jour, ce n'est pas lui. Les héritiers sont ce qu'on pourrait appeler les héritiers collatéraux, oui, d'Antoine. C'est les petits neveux d'Antoine de Saint-Exupéry qui ont fait un travail remarquable avec la Fondation pour la jeunesse et la Fondation Saint-Exupéry. Ils multiplient d'ailleurs à ce jour les manifestations dans le monde entier. Et puis il y a les héritiers de Consuelo, la femme d'Antoine, la femme légitime d'Antoine, et les archives sont venues naturellement du côté de sa femme. Du côté de sa femme, puisqu'elle était l'épouse légitime. Alors, les deux versions se contredisent-elles ? Les deux versions entre celle de Consuelo et celle justement de la succession Daguet ?
elles se contredisent totalement, mais il est vrai que jusqu'à l'an 2000, elles n'étaient pas apparues, ces archives-là. Oui. Et donc, l'autre partie avait beau jeu, si j'ose dire, de faire comment dirais-je, un visage, de fonder un visage de Saint-Exupéry qui, en réalité, n'était pas le bon. Et donc, ces archives qui n'étaient pas sorties sont enfin sorties en l'an 2000, grâce, si vous voulez, au travail que j'ai pu accomplir et que l'on m'a confié. Alors, et donc, ces archives étaient simplement discrètes parce que, en fait, il y avait une grande querelle entre les héritiers de sang, si j'ose dire, et les héritiers qui ont été nommés par Consuelo, qui avait eu un rapport et une relation assez compliquée avec sa belle famille, que sa belle famille ne l'aimait pas beaucoup. On l'appelait, les sœurs d'Antoine l'appelaient la comtesse de cinéma. C'était une femme libre, c'était une femme artiste, c'était une femme surréaliste qui était tout à fait proche du groupe surréaliste et qui était à ce titre-là considérée tellement de manière émancipée qu'elle ne pouvait pas plaire à une famille qui était très traditionnaliste et qui n'avait pas accepté que Antoine puisse se marier avec une femme qui était déjà veuve 2 fois et qui était surtout très émancipée, je dirais, artistiquement, conjugalement, etc. Donc, il y avait une grande difficulté de rencontre entre les 2 familles et c'est comme ça que Consuelo a dédié ses archives et son héritage à son secrétaire privé, qui n'avait rien à voir, évidemment, avec la famille d'Antoine. Alain Vercondelet, vous qui êtes historien universitaire, qui avez donc travaillé pendant 25 ans sur ces archives venues du côté de Consuelo, son épouse, dites-nous la différence qu'il y a entre le héros lisse dont vous avez parlé tout à l'heure et puis les failles profondes d'Antoine de Saint-Exupéry. Bien, d'un côté, il y a effectivement un personnage lisse, viril, puissant, qui a servi pendant des dizaines d'années, des décennies, a servi aux jeunes garçons à forger leur virilité, on offrait les livres pour les communions, vol de nuit, terre des hommes, etc. Et vous savez, c'est à la manière de ce que faisait l'Église catholique lorsque on voulait, je dirais, sanctifier un personnage, comme par exemple Bernadette Soubirous, tout son visage rustre de béarnaise un peu rustique, a été totalement gommé par un masque de cire et celle que l'on peut voir dans la chasse de Nevers aujourd'hui, c'est un visage qui ressemblerait presque au visage de Greta Garbo. Vous voyez, c'est-à-dire un personnage qui est extrêmement recomposé et refait. Eh bien, belle comparaison. Avec Antoine de Saint-Exupéry, on a fait la même chose. On a lissé le visage, mais pas seulement le visage extérieur, mais le visage intérieur. On a fait de lui un personnage qui était héroïque et qui avait toutes les qualités du héros. Et sauf qu'il n'était pas ça du tout. Antoine était un personnage qui était un homme qui, dès le départ, on le voit dans la correspondance avec sa mère, qui n'a pas du tout assumé je dirais, sa séparation d'avec sa mère. Il est accablé d'un Oedipe extrêmement puissant. Et puis, c'est un homme qui avait un idéalisme tellement grand qu'il ne pouvait pas avoir une relation amoureuse avec une femme sans pouvoir assumer cette relation-là. Donc, c'est un homme qui a eu énormément de relations avec des femmes qui étaient toutes, comme il disait, des salles d'attente, en attente évidemment de la femme idéale. Et puis, c'était un homme qui était désespéré. C'est un homme qui avait une grande souffrance intérieure, un homme qui fumait l'opium, c'est un homme qui c'était un grand fêtard, c'est un homme qui sortait énormément la nuit, c'est un homme qui avait une vie qui n'était pas du tout bourgeoise, c'était un grand bohème et un nomade, et c'est aussi un homme qui était je dirais politiquement, qui a eu une position qui n'était pas du tout la bonne position, c'est-à-dire celle de la résistance pure et dure, sans ambiguïté. Antoine de Saint-Exupéry, non pas qu'il ait été ambigu, mais c'est un homme qui avait mesuré tout ce que l'issue de la guerre pouvait supposer comme manque de lien et manque de réconciliation.
Et donc, du coup, on l'a accusé de vichisme, on l'a accusé d'être, d'abord de n'être pas résistant, de ne s'être pas engagé auprès de Gaulle. Et puis, et donc, c'est un homme qui a une vision historique qui n'était pas du tout celle qu'il fallait avoir à l'époque, et même, je dirais, celle qu'il faut avoir aujourd'hui. Antoine de Saint-Exupéry, aujourd'hui, par exemple, a pratiquement disparu des radars de l'éducation nationale, alors que c'est l'écrivain français le plus célèbre. C'est l'écrivain qui, avec Victor Hugo, vient spontanément aux lèvres de tous les gens, les moins cultivés même. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas été mis à l'honneur à l'occasion du défilé du 14 juillet, par exemple, puisqu'il a été pilote de l'armée de l'air. Oui, il a été mis à l'honneur pour justement l'anniversaire de sa disparition, mais il a été mis à l'honneur dans les villes où il est passé, à Cap-Juby comme à Lyon et ailleurs, et à Toulouse, mais il n'est pas passé, mais là, vous savez, on a préféré Nakamura. Oui, voilà. Là, vous avez la dent dure, Alain Vercandlet. Voilà. On va éviter de faire ce genre de comparaisons qui sont effectivement peut-être extrêmement... comment dirais-je, dur pour notre rapport à l'histoire. Juste sur sa vie, puisque vous le décrivez un peu, mais ce n'est pas forcément très surprenant, la vie de dandy un peu aristocrate qui vient d'un milieu donc de la noblesse lyonnaise et qui mène une vie un petit peu de bâton de chaise. C'est assez courant dans les milieux aristocratiques quand même, non ? Oui, on a vu ça avec Charles de Foucault, par exemple. Effectivement, puisque Foucault a connu justement une vie comme ça, aristocratique, mondaine, et devenu un personnage ascétique, comme on le sait. Mais il est vrai qu'il a toujours été en décalage avec l'histoire, Antoine. Et son désir profond, ça a été celui du lien, de la relation, de la liaison. Or, c'était un homme qui, intimement, était un homme de la déliaison. C'est un homme qui, psychologiquement, a été très, très douloureux, très, très mal dans sa peau, et vivant toujours à côté de ce qu'il fallait vivre avec l'époque. Par exemple, sur le plan amoureux ou sur le plan conjugal, Saint-Exupéry avait toujours cette idée de la sainte famille, par exemple. Il avait vécu toute sa jeunesse et toute son enfance dans un château où il y avait porte ouverte pour le prêtre du village qui venait dire la messe pratiquement tous les jours dans la chapelle du château de Saint-Maurice de Rémens, et qui distribuait, à l'issue de ses offices, qui distribuait des petites images pieuses sur lesquelles étaient représentées ce qu'on appelle la Sainte Famille, c'est-à-dire Joseph en train de raboter ses planches, Marie qui file la laine et le petit Jésus qui ramasse et qui joue avec les copeaux qui sont tombés au pied de l'établi. Et donc, il a toujours gardé cette image d'une famille qui était réunie et qu'il n'a jamais pu avoir. Et le désespoir d'Antoine vient justement de la difficulté spirituelle, humaine de tout un chacun, de ne pas pouvoir arriver à une sorte d'harmonie naturelle. Dans quelle mesure, Alain Vercandlet, Antoine de Saint-Exupéry est-il un Albert Camus avec des ailes ? Oui, ils ont d'ailleurs un parcours qui est... Un jour, je m'étais intéressé à faire une conférence sur les deux, justement, en parallèle, ce qui a été rarement d'ailleurs imaginé. Et c'est vrai qu'il y a chez Albert Camus, donc je suis aussi le biographe, il y a chez Albert Camus cette difficulté justement et cette incompréhension. D'abord cette difficulté à exprimer sa pensée parce qu'il a toujours été attaqué là au moment de l'Algérie par tous les tenants de l'indépendance algérienne. Et en même temps, c'était un homme qui souhaitait aussi une réconciliation, aussi une union nationale, et cette idée d'union nationale ne pouvait pas plaire justement ni aux représentants du FLN ni au général de Gaulle. Et en même temps, pour Saint-Exupéry, l'idée qu'il avait de vouloir réconcilier, malgré tout ce que l'on pouvait dire sur le vichisme, de réconcilier à la fois le vichisme et puis la résistance française était une chose impensable pour justement celui qui avait bien l'intention de tirer les
marrons du feu, si j'ose dire, c'est-à-dire le général de Gaulle, et qui ne pouvait pas reprendre langue avec le maréchal Pétain. Donc, il y a entre Camus et Saint-Exupéry une véritable, je dirais, un fil conducteur qui est assez intéressant à piocher et à fouiller. Sa réflexion, sa spiritualité, celle de Camus aussi bien que celle de Saint-Exupéry, nous amène-t-elle à des considérations profondes sur la condition humaine et donc sur notre état de solitude ontologique sur Terre et sur les malheurs du monde? Est-ce que ce sont des penseurs? Est-ce que Saint-Exupéry est un penseur des malheurs du monde? Oui, l'un comme l'autre, c'était des penseurs, l'un plus, je dirais, plus solide. Je pense à Albert Camus, encore qu'il ait été humilié par Jean-Paul Sartre. Mais Saint-Exupéry, lui, a été alors extrêmement traîné dans la boue, humilié par ce qu'il appelait les faux amis, ceux qu'il appelait les résistants d'opérette, et ceux qui passaient leur temps dans les soirées mondaines avec Marlène Dietrich et Jean Gabin, et à New York en exil, et qu'il appelait justement les résistants d'alcôve de théâtre. Et il y avait chez lui ce scandale des faux résistants, des faux intellectuels qui l'ont lâché, qui l'ont trahi très très rapidement. Et la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, si on compare avec Albert Camus, Camus est un laïc et c'est un homme qui a fondamentalement pensé l'homme sans Dieu, tandis que Saint-Exupéry, qui a eu une enfance traditionnelle, voire traditionnaliste, eh bien, s'en est détaché, mais c'était quand même l'homme qui allait, à la fin de sa vie, au moment de l'exil, de l'exode, avant l'exil, justement, donc, à la fin 40, il est allé, et en 42, non, pas en 42, en 41, pardon, eh bien, il est parti à Lourdes avec Consuelo, et il s'est plongé dans la piscine de Lourdes en invoquant la Vierge Marie. Il y avait donc et il avait toujours dans son portefeuille une image pieuse de Sainte Thérèse. Et donc il y a chez lui toujours les relents, les souvenirs, tout le substrat catholique qu'il a connu, mais il s'en est toujours détaché en n'ayant pas une vie dogmatique et une vie paroissienne du tout. Mais il avait une vision, je dirais, de l'humain et une vision spirituelle de l'homme qui faisait que, justement, il est encore aujourd'hui à notre écoute, et on entend sa parole, on entend justement comme une nécessité, je dirais presque à la fois vitale, de reprendre langue avec Antoine de Saint-Exupéry, qui, pendant certains temps, je dirais depuis la guerre, depuis d'ailleurs que les communistes auxquels on a donné la culture en 45, 46, par De Gaulle, eh bien, De Gaulle avait confié la culture aux communistes, et qui fait que dans l'université et dans même le lycée, Antoine de Saint-Exupéry n'a plus de voix. De ma génération, on pouvait encore entendre un petit peu Antoine de Saint-Exupéry, un peu Vol de nuit, un peu Terre des hommes. Aujourd'hui, non, on a confié simplement Le Petit Prince à l'école primaire. Là, il est bien étudié, il est bien aimé, il est lu, il est joué, etc. Mais vous ne le voyez plus dans le secondaire. Vous ne le voyez plus à l'université, dit dans les thèses de doctorat. Moi, je le vois à l'université. Dans toute ma carrière universitaire, il n'y avait pas une seule thèse sur Antoine de Saint-Exupéry. Et à l'étranger, quand j'y vais ou quand je me rends dans des universités étrangères, on me regarde d'un drôle d'air en disant, ben oui, comment vous travaillez sur Saint-Exupéry? C'est quand même un ringard, un écrivain qui n'a pas tellement d'intérêt, etc. Et d'ailleurs, est-ce même un écrivain, dit-on. Vous voyez? Donc, il a malheureusement subi un grand ostracisme, oui, alors qu'il est véritablement, vous le voyez bien aujourd'hui à travers des manifestations, mais c'est vrai qu'il survit grâce au Petit Prince. Le Petit Prince, publié en 1943. Alain Vercondelet, juste un mot aujourd'hui sur Saint-Exupéry à New York. Il s'est exilé à New York. Est-ce que justement dans la mémoire américaine, ou est-ce que d'une certaine façon il y a un rayonnement international un petit peu différent de l'ostracisme qu'il subit en France? Une réponse assez courte, s'il vous plaît.
Oui, il a effectivement vécu à New York et il a vécu une vie très très compliquée à New York parce qu'il a été détesté par tout le clan surréaliste qui triomphait à New York, qui était jaloux de lui parce qu'il était un des écrivains qui avait le plus de droits d'auteur. Donc, il avait beaucoup d'argent qu'il flambait d'ailleurs et qu'il donnait à qui voulait. Hein. Et donc, il a vécu une vie très compliquée à New York parce qu'il a été en but à des attaques extrêmement puissantes ce qu'il appelait les faux résistants. Et à New York, on a évidemment aujourd'hui, mais c'est très récent. Hein, rapidement. Ben oui, on a bâti, construit, exposé des petits princes un peu partout à New York, dans les jardins et aussi ailleurs, parce que à Long Island où il a écrit Le Petit Prince. Donc on connaît aujourd'hui à New York la présence d'Antoine dans ce pays. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions que vous nous avez fait partager grâce aux archives que vous avez pu consulter depuis 25 ans sur Antoine de Saint-Exupéry. Et je cite le dernier ouvrage d'Alain Viercondelet, Antoine de Saint-Exupéry, Les amours de sa vie, publié aux éditions Alizio. Je rappelle que vous êtes universitaire et historien. Merci.